Elle n'essaie même pas de se cacher ou de s'enfuir. Le général Blake observait la jeune femme noire qui se tenait calmement debout alors que le chaos éclatait autour d'elle. « Cette fille va tous nous faire tuer », murmura un civil. Alors que des centaines de clients hurlaient et se jetaient à terre pour se mettre à l'abri, elle restait parfaitement immobile. « Pourquoi n'a-t-elle pas peur ?» demanda une autre personne. Puis elle fit quelque chose qui fit écarquiller les yeux de Blake, habitué à l'entraînement militaire. Elle marcha directement vers les hommes armés et commença à leur poser des questions tactiques. Ce qui se passa ensuite allait changer la façon dont tout le monde percevait le courage militaire. Le coup de feu retentit dans le centre commercial Westfield comme un coup de fouet à 15h31 vendredi après-midi. 4 hommes armés vêtus d'uniformes militaires firent irruption par l'entrée principale, leurs bottes résonnant sur le sol en marbre. Tout le monde à terre. « Maintenant !» a crié le chef, son fusil d'assaut brandi en l'air. Des centaines de clients ont été pris de panique. Les mères ont attrapé leurs enfants, les adolescents se sont réfugiés derrière les comptoirs des magasins, les couples âgés ont titubé vers les sorties. L'aire de restauration s'est transformée en une ruée de chaises renversées et de plateaux éparpillés. Mais le sergent Zara Mitchell n'a pas couru. La vétérane de 26 ans posa calmement ses sacs de course près de la bijouterie et recula lentement de 3 pas dans l'ombre. Ses yeux sombres balayèrent la scène avec une précision acquise par l'expérience, comptant les menaces, notant les positions, cartographiant les voies d'évacuation. « J'ai dit à terre !» rugit à nouveau le tireur, tirant un coup de semonce au plafond. Des morceaux de plâtre pleuvaient sur les civils hurlants. Alors que les autres tremblaient, couchés sur le ventre, Zara resta debout contre un pilier, respirant calmement et de manière contrôlée. 8 années de service militaire lui avaient appris que la panique tue plus vite que les balles. De l'autre côté de l'aire de restauration, elle remarqua une autre personne qui ne se recroquevillait pas. Un homme plus âgé en costume-cravate se tenait derrière une table renversée, les yeux gris alertes et calculateurs. Comme elle, il observait, sans se cacher. Le tireur principal repéra l'immobilité de Zara au milieu du chaos. « Vous êtes sourde, madame ? Je vous ai dit de vous baisser. » Il se mit à marcher vers elle, son arme pointée sur sa poitrine. Zara serra les mâchoires. Elle reconnut quelque chose dans ses mouvements, sa posture, sa prise sur le fusil. Ce n'était pas un criminel quelconque. C'était quelqu'un qui avait déjà tenu une arme comme celle-là, quelqu'un qui avait porté un uniforme. « Je vous entends très bien, » dit-elle calmement, sa voix couvrant les cris autour d'eux. Le tireur s'arrêta à 3 mètres d'elle, déconcerté par son ton calme. Il s'attendait à de la peur, des supplications, des larmes. Au lieu de cela, il trouva des yeux gris acier qui le fixaient sans ciller. Ce qu'il ignorait, c'est que Zara Mitchell avait affronté des combattants talibans dans les montagnes d'Afghanistan. Cette confrontation dans un centre commercial n'était qu'un mardi comme les autres pour cette vétérane du combat. Mais alors que le doigt du tireur se dirigeait vers la gâchette, Zara remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Le gilet tactique qu'il portait, l'arme de qualité militaire qu'il tenait entre ses mains, même ses bottes. Tout était conforme aux normes de l'armée américaine. Ce n'étaient pas de simples criminels. C'étaient d'anciens soldats. Le général Harrison Blake appuya son dos contre la table renversée de l'aire de restauration, ses yeux expérimentés fixés sur la jeune femme qui refusait de se baisser. 35 ans de service militaire lui avaient appris à repérer ses camarades guerriers, et cette femme en était certainement une. Alors que les civils sanglotaient et tremblaient autour d'eux, elle restait parfaitement immobile. Sa posture n'était pas figée par la peur, mais par le calme contrôlé de quelqu'un qui prend des décisions tactiques. « Maman, pourquoi cette dame n'a-t-elle pas peur ?» murmura un adolescent à sa mère derrière un comptoir voisin. « Elle est probablement en état de choc », répondit la femme en serrant son fils contre elle. Certaines personnes se figent quand quelque chose de grave se produit. Blake faillit sourire malgré le danger. Se figer ? Cette femme faisait exactement le contraire. Elle recueillait des informations, comme il l'avait enseigné à d'innombrables soldats au cours des décennies. Le tireur en chef fit un pas de plus vers Zara, son fusil pointé sur son torse. « Dernier avertissement, madame. Couchez-vous par terre ou je vous y mets pour de bon. » « Vous avez servi dans l'armée, » dit simplement Zara, ignorant sa menace. « Dans quelle branche ?» La question le prit au dépourvu. Son arme vacilla légèrement. « Qu'avez-vous dit ?»« Votre posture, votre prise, votre équipement. Vous avez reçu une formation militaire. Dans quelle branche avez-vous servi ?» Blake observait l'échange avec un respect grandissant. La femme ne se contentait pas de rester calme, elle prenait le contrôle de la conversation. Une technique d'interrogatoire militaire classique qui consistait à renverser la situation au détriment de l'agresseur. « Taisez-vous » aboya le tireur, mais sa voix avait perdu de son autorité.
C'est moi qui pose les questions ici. L'armée, c'est ça? Continua Hara sur un ton conversationnel. Probablement dans l'infanterie. Mais vous tenez mal votre fusil pour le combat rapproché. On vous apprend mieux que ça pendant l'entraînement de base. Les 3 autres hommes armés se tournèrent vers leur chef, l'air perplexe. Ce n'était pas ainsi que les prises d'otages étaient censées se dérouler. Les civils étaient censés être terrifiés, pas leur faire des critiques militaires. De là où ils se trouvaient, Blake pouvait voir ce que faisait la jeune femme. Elle les avait identifiés comme d'anciens militaires et utilisait leur passé commun pour établir une dynamique différente. Au lieu d'une relation prédateur-proie, elle positionnait cela comme une relation soldat-soldat. « Sarah, nous devons partir d'ici », murmura un homme âgé à sa femme près du stand de bretzel. « Cette fille va tous nous faire tuer en leur répondant. » Mais Blake savait mieux que lui. La femme n'aggravait pas la situation, elle la désamorçait. Chaque question qu'elle posait, chaque observation qu'elle faisait, avait pour but de rappeler à ces hommes qu'ils étaient avant de prendre les armes contre des civils. Les mains du tireur principal tremblaient maintenant, son entraînement militaire entrant en conflit avec ce qui l'avait conduit à cette situation. « Vous ne savez rien de moi, » dit-il, mais sa voix était revenue à un volume presque normal. « Je sais que vous valez mieux que cela, » répondit Zara. « Quelle que soit la raison qui vous a amené ici aujourd'hui, quelle que soit la cause de votre colère, ce n'est pas la bonne façon de la gérer. Vous avez prêté serment autrefois. Nous l'avons tous les deux fait. » Blake ressentit une vague de fierté en observant cette jeune soldate à l'œuvre. Elle n'était pas seulement courageuse, elle était intelligente, utilisant la psychologie plutôt que la force. Il prit une décision et leva lentement la main, attirant son attention avec un subtil signe militaire. 2 doigts pointés vers ses yeux, puis vers les sorties. Message reçu, je surveille les issues de secours. Zara acquiesça d'un signe de tête presque imperceptible. Elle l'avait vu aussi, elle avait reconnu qu'il était militaire. Il formait désormais une équipe. La confrontation venait de prendre une toute autre tournure. Debout dans ce centre commercial, face à des hommes armés, l'esprit de Zara revint brièvement sur le moment qui avait tout changé. Elle avait 14 ans et était assise dans son appartement de Chicago lorsque 2 soldats frappèrent à la porte. « Madame, nous avons le regret de vous informer que le sergent David Mitchell a été tué au combat en Irak. » Sa mère s'effondra. Zara était restée là, à regarder son monde s'écrouler. Son père avait été son héros, son protecteur, son guide. Maintenant, il était parti, les laissant seuls dans l'un des quartiers les plus difficiles de la ville. Les funérailles furent modestes. Honneur militaire, drapeau plié, salve de 21 coups de canon. Mais ce qui marqua Hara, ce ne fut pas la cérémonie, mais la façon dont les autres soldats la regardaient. Avec respect, avec compréhension, comme si elle était déjà l'une des leurs. 4 ans plus tard, le jour de ses 18 ans, elle entra dans le bureau de recrutement de l'armée. « Pourquoi voulez-vous servir ?» lui demanda le recruteur. « Mon père est mort en servant son pays. Je veux terminer ce qu'il a commencé. » La formation de base à Fort Benning était brutale, mais Zara s'épanouissait. Alors que les autres recrues se plaignaient de la chaleur, des exercices, de la pression constante, elle redoublait d'efforts. Elle avait quelque chose à prouver, non seulement à ses instructeurs, mais aussi à elle-même. Sa première mission en Afghanistan eut lieu en 2018. Elle avait 22 ans, elle était effrayée mais déterminée. Les montagnes étaient hostiles, l'ennemi était réel et la mort n'était jamais loin. « Mitchell, vous êtes en tête », a crié le sergent Rodriguez lors de sa 3e patrouille. Activité talibane signalée à 2 km au nord. Zara a pris la tête, son fusil prêt, ses yeux scrutant les menaces. Ce n'était plus un entraînement. C'était la réalité. Chaque ombre pouvait cacher un tireur embusqué, chaque rocher pouvait dissimuler un engin explosif. L'attaque survint à l'aube, lors de sa 15e patrouille. Des coups de feu éclatèrent dans 3 directions, transformant leur chemin de montagne en zone de tir. 2 soldats tombèrent dans les premières secondes. « Contact à gauche ! Contact à gauche !» cria Hara en plongeant derrière un rocher et en ripostant. Pendant 6 heures, ils tinrent leur position contre toute attente. Zara traîna les soldats blessés en lieu sûr, appela des renforts aériens et maintint la cohésion de son escouade alors que la panique menaçait de s'emparer d'eux. Lorsque les hélicoptères sont enfin arrivés, elle a été la dernière à monter à bord, s'assurant que tous les soldats s'en sortaient vivants. Sa 2e mission en 2020 était différente. Elle était désormais aguerrie, une leader que les autres soldats admiraient. Elle avait survécu à des échanges de tirs, à des engins explosifs improvisés et au stress constant des opérations de combat. « Mitchell a du sang-froid », disaient les autres soldats. Rien ne la perturbe. Mais il se trompait. Tout la déstabilisait.
La différence, c'est qu'elle avait appris à contrôler ses émotions, à utiliser la peur comme carburant au lieu de la laisser la paralyser. À présent, debout dans ce centre commercial, ces mêmes compétences se sont automatiquement mises en place. La panique autour d'elle, les armes pointées dans sa direction, la menace très réelle de la mort. Ce n'était qu'une mission de plus. Le tireur principal la fixait toujours, son arme levée, mais sa confiance ébranlée. « Tu crois savoir ce qu'est le combat » grogna-t-il. « Tu crois comprendre ce que nous avons vécu » 2 déploiements, en Afghanistan, en 2018 et 2020, répondit calmement Zara. 15 mois au total dans le pays. J'ai été prise pour cible, j'ai survécu à des explosions et j'ai vu de bons soldats mourir. Alors oui, je pense comprendre exactement ce que vous avez vécu. Le visage de l'homme pâlit. Ce n'était pas une civile qui essayait de jouer les durs. C'était une ancienne combattante, quelqu'un qui avait emprunté les mêmes chemins sanglants que lui. Pour la première fois depuis son entrée dans le centre commercial, il baissa légèrement son arme. « Alors tu sais pourquoi nous sommes ici » dit-il doucement. « Tu sais ce qu'ils nous ont fait quand nous sommes rentrés chez nous. » Marcus, Blad, Thompson s'approcha de Zara, serrant plus fort son fusil. Les autres hostiles se dispersèrent derrière lui, mais Zara pouvait voir l'incertitude dans leurs mouvements. « Vous ne savez rien de ce que nous avons vécu » cracha Marcus. « Rentrez chez nous sans rien. Pas de travail, pas de respect, pas d'aide. Ils nous ont utilisés et jetés comme des déchets. Alors vous avez décidé de terroriser des innocents » demanda Hara d'une voix calme. « C'est ta solution ? Ces gens se fichent de nous » cria Marcus en brandissant son arme vers les civils recroquevillés. « Ils agitent leur petit drapeau le jour du souvenir et oublient notre existence les 364 autres jours de l'année. » De l'autre côté de l'aire de restauration, Blake observait attentivement l'échange. Il voyait bien que Zara jouait avec le feu en défiant ses hommes tout en essayant de faire appel à ce qui leur restait d'honneur militaire. « Tu tiens mal ce thème 4, dit soudain Zara en désignant le fusil de Marcus. « Ne mets pas le doigt sur la détente à moins d'être prêt à tirer. C'est une règle élémentaire de sécurité. On l'apprend dès le premier jour. » Marcus baissa les yeux vers son arme, puis les releva vers elle. « Ne me fais pas la leçon sur le maniement des armes. »« Alors ne le manipule pas comme un débutant, » répondit Zara. « Ce gilet tactique que tu portes, c'est un équipement réglementaire. Où l'avez-vous trouvé ? Cela ne vous regarde pas. Cela vous regarde quand vous pointez du matériel militaire volé sur des civils, » dit Zara. « Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Vous avez pris du matériel qui appartient à l'armée américaine. » L'un des autres hommes armés, plus jeune et au regard nerveux, se tortilla, mal à l'aise. « Marcus, nous devrions peut-être. »« Tais-toi, Davis !» s'écria Marcus. « Nous sommes venus ici pour faire passer un message, et c'est ce que nous allons faire. » Blake comprit immédiatement la dynamique. Marcus était le chef, mais son autorité était déjà ébranlée par les questions de Zara. Les autres le suivaient, mais ils n'étaient pas totalement convaincus par le plan qu'il leur avait vendu. « Quel message essayez-vous de faire passer » demanda Hara. « Que les vétérans méritent un meilleur traitement. Je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on obtient le respect. C'est comme ça qu'on le perd. »« Tu penses qu'ils écouteront autrement » demanda Marcus. « On a essayé les manifestations, on a essayé d'écrire des lettres, on a essayé de passer par le système. Personne ne s'en soucie tant qu'on ne les oblige pas à s'en soucier. Alors vous avez décidé de devenir l'ennemi. » Zara fit un petit pas en avant. « Vous avez prêté serment de protéger les citoyens américains. Chaque personne dans ce centre commercial est quelqu'un que tu as juré de défendre. Ne me parle pas de serment. » La voix de Marcus se brisa de rage. Le gouvernement a rompu son serment envers nous en premier. Ils nous ont envoyés à la guerre et nous ont oubliés quand nous sommes rentrés brisés. Zara pouvait maintenant voir la douleur derrière sa colère. Il ne s'agissait pas seulement de violence, mais aussi de trahison, d'abandon et du terrible poids d'être oublié. « Tu as raison, » dit-elle doucement. « Le système vous a laissé tomber. Il a laissé tomber beaucoup d'entre nous. Mais devenir des terroristes n'est pas la solution. Cela ne fait que prouver qu'ils avaient raison de nous abandonner. Nous ne sommes pas des terroristes. » cria Davis derrière Marcus. « Nous sommes des patriotes qui essayons de réveiller les gens. Les patriotes ne menacent pas des familles innocentes, » lança Blake depuis sa position, sa voix empreinte de l'autorité acquise au cours de 3 décennies passées sous l'uniforme. « Les patriotes les protègent. » Marcus se retourna brusquement vers la voix, son arme pointée en direction de Blake. « Qui êtes-vous, bon sang ? » « Quelqu'un qui sait qu'il ne faut pas pointer une arme sur des citoyens américains, » répondit calmement Blake en se levant lentement de derrière la table renversée.
et quelqu'un qui a un grade supérieur au vôtre. Le centre commercial était plongé dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés des civils terrifiés. Marcus fixait Blake, observant son attitude, son assurance, la façon dont il se déplaçait avec la précision fluide d'un officier de carrière. « Vous êtes dans l'armée », dit Marcus, mais ce n'était pas une question. « Général Harrison Blake, à la retraite », répondit Blake. « Et vous êtes sur le point de commettre la plus grande erreur de votre vie si vous ne posez pas cette arme immédiatement. » Les yeux de Zara passèrent d'un homme à l'autre, enregistrant les détails que son entraînement au combat lui avait appris à remarquer. Leur formation était négligée, leur communication inexistante, et leur équipement révélait une histoire qu'ils ne voulaient probablement pas dévoiler. « Vous êtes tous dans l'armée, » dit-elle, sa voix rompant la tension. Marcus est dans l'infanterie, probablement démobilisé depuis moins de 2 ans d'après son équipement. Davis, là-bas, est plus jeune, peut-être une seule mission, encore nerveux. Le grand près de l'escalator a une formation de médecin. Je le vois à la façon dont il se positionne pour voir les blessures de chacun. Marcus la fixa du regard. Comment? Formation standard à la contre-insurrection, l'interrompit Zara. On nous apprend à lire les formations ennemies, à identifier les chefs, à repérer les maillons faibles. Ces compétences s'appliquent à toute personne ayant une formation militaire. Blake approuva d'un signe de tête depuis sa position. La jeune sergente faisait preuve d'une évaluation des menaces digne d'un manuel, du genre de celles qu'on enseigne dans les écoles militaires supérieures. Cette radio accrochée à votre gilet, Marcus, continua Hara, c'est du matériel militaire, mais elle ne fonctionne pas. Pas de parasites, pas de bavardage, pas de coordination entre votre équipe. Vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes que des vétérans en colère qui jouent aux soldats. Nous savons ce que nous faisons, s'écria le médecin, mais sa voix manquait de conviction. Non, vous ne le savez pas, répondit Zara fermement. Les preneurs d'otages professionnels ne s'annoncent pas à coups de feu. Ils ne se dispersent pas là où ils ne peuvent pas se soutenir mutuellement. Et ils ne portent certainement pas d'équipement militaire volé qui peut permettre de les retrouver. Davis baissa légèrement son arme. Marcus, elle a raison au sujet de l'équipement. S'il traque ses numéros de série. Tais-toi, s'écria Marcus, mais des gouttes de sueur perlaient maintenant sur son front. Zara profita de son avantage. Vous voulez savoir ce que je vois d'autre? Vous portez tous les 3 une alliance, mais vous risquez de ne plus jamais revoir vos familles. Le médecin n'arrête pas de regarder sa montre, il a probablement des enfants à aller chercher à l'école. Et vous, Marcus, vous tremblez. Pas de peur, mais de manque. À quand remonte la dernière fois que vous avez pris vos médicaments? La question frappa Marcus comme un coup physique. Sa prise sur le fusil vacilla. Vous ne savez rien de moi, dit-il, mais sa voix était désormais plus faible. Je sais que vous souffrez de stress post-traumatique, dit Zara doucement. Je sais que rentrer chez vous a été plus difficile que la guerre elle-même. Je sais que vous vous sentez abandonné, oublié, usé. Parce que j'ai moi aussi ressenti toutes ces choses. Blake observa le changement de dynamique en temps réel. Zara était passée de la confrontation à la connexion, utilisant son expérience commune plutôt que son grade militaire pour atteindre ses hommes. La différence, continua-t-elle, c'est que j'ai reçu de l'aide. J'ai trouvé des gens qui me comprenaient. Je n'ai pas laissé ma douleur me transformer en quelque chose que je détesterais. Il n'y avait aucune aide. S'écria Marcus, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. Ils nous ont donné des pilules et nous ont renvoyés. Ils nous ont dit de passer à autre chose, d'avancer, d'arrêter de vivre dans le passé. Je sais, dit Zara doucement. Le système est défaillant. Mais ce n'est pas ainsi que nous allons le réparer. C'est ainsi que nous prouvons qu'ils avaient raison de nous ignorer. Davis s'avança, son arme désormais pointée vers le sol. Marcus, nous devrions peut-être l'écouter. Ça ne marche pas comme tu l'avais prévu. Le médecin acquiesça. Elle a raison au sujet du matériel. S'il remonte jusqu'à nous. Marcus regarda son équipe, voyant le doute dans leurs yeux. Ce n'étaient pas des criminels endurcis, mais des soldats brisés qui suivaient un homme désespéré sur une voie qui ne menait nulle part. Nous sommes venus ici pour faire passer un message, dit-il faiblement. Alors faites-le, s'écria Blake en s'avançant à découvert. Dites à ces gens ce que vivent les vétérans. Parlez-leur des cauchemars, de l'isolement, de la façon dont la société vous traite comme un héros un jour et vous oublie le lendemain. Mais fais-le en tant que soldat, pas en tant que terroriste. Marcus fixa le général, puis Hara, puis les civils effrayés qui les entouraient. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le centre commercial, il semblait vraiment prendre conscience de ce qu'il faisait. Blake se déplaça prudemment vers sa gauche,
se positionnant de manière à pouvoir voir les 4 hostiles tout en gardant les civils derrière lui. Ses mouvements étaient fluides et délibérés, 35 ans d'entraînement transparaissant à chaque pas. Zara remarqua son mouvement et répondit par un signe de la main subtile, 2 doigts pointés vers le bas, puis 3 doigts levés. Le message était clair, 2 sorties bloquées, 3 ennemis toujours armés. Blake acquiesça de manière presque imperceptible et répondit par son propre signe. Poing fermé, puis paume ouverte vers l'aire de restauration. Traduction. Les civils sont en sécurité dans cette zone. Marcus remarqua la communication silencieuse entre eux et son visage s'assombrit. Arrêtez ça. Pas de conversation, pas de signaux, rien. Nous ne parlons pas, dit calmement Zara. Nous sommes simplement 2 soldats qui se reconnaissent. Elle a raison, ajouta Blake, sa voix empreinte de l'autorité du commandement. C'est la courtoisie militaire standard. Vous comprendriez si vous n'aviez pas oublié votre entraînement. Davis avait l'air confus. Quels signaux? Je n'ai rien vu. Des signaux de base avec les mains et les bras, expliqua le médecin à voix basse. On les enseigne à l'école supérieure d'infanterie. Je ne les ai jamais appris. Marcus sentit son contrôle lui échapper davantage. Ces 2-là n'étaient pas seulement des vétérans, c'étaient des professionnels, entraînés à un niveau qu'il n'avait jamais atteint. Leur calme et leur compétence faisaient ressortir son plan désespéré pour ce qu'il était, amateur. « Vous pensez être meilleur que nous ?» demanda Marcus en brandissant son fusil entre Blake et Zara. « Je pense que nous sommes différents, » répondit Blake. « Vous avez laissé votre douleur vous transformer en quelque chose de destructeur. Nous avons canalisé la nôtre vers quelque chose d'utile. » Depuis sa position près de la bijouterie, Zara pouvait voir l'ensemble du centre commercial. Les caméras de sécurité continuaient d'enregistrer, les issues de secours étaient dégagées et surtout, aucun coup de feu n'avait été tiré depuis le coup de semonce tiré au plafond. Elle fit un autre signe de la main à Blake, l'index pointé vers le haut, puis balayant un cercle. Tout est clair au-dessus, vue complète du périmètre. Blake comprit immédiatement. La jeune sergente avait pris le commandement tactique de la situation sans que personne ne s'en rende compte. Elle effectuait la reconnaissance pendant qu'il s'occupait de l'engagement direct. « Sergent Mitchell », dit Blake formellement, utilisant son grade pour la première fois. « Oui, général », répondit Zara, se conformant naturellement au protocole militaire. Cet échange formel provoqua un choc chez les 4 ennemis. Il ne s'agissait pas simplement de 2 vétérans au hasard, mais d'un général et d'un sergent expérimenté au combat travaillant ensemble. « Comment connaissez-vous son grade » demanda Davis nerveusement. « De la même manière qu'elle a deviné le vôtre », répondit Blake. Son attitude militaire, sa conscience tactique, son leadership sous pression. Elle a l'étoffe d'un sous-officier, probablement avec une expérience du combat. Ai-je raison, sergent? 2 déploiements en Afghanistan, confirma Zara. 15 mois dans le pays, plusieurs opérations de combat. Marcus la regarda avec une nouvelle compréhension. Cette femme n'était pas simplement une autre vétérane, c'était une soldate aguerrie, quelqu'un qui avait vu l'action et qui avait survécu. « Et vous, général » demanda Marcus à contre-cœur. « 35 ans de service actif », répondit Blake. « Kosovo, Irak, Afghanistan. Plusieurs postes de commandement. Actuellement à la retraite, mais toujours informé des opérations militaires en cours. » Le poids de ces références s'abattit sur le centre commercial comme une lourde couverture. Ce n'étaient pas seulement des civils ayant une expérience militaire, c'étaient des guerriers professionnels, des personnes qui avaient consacré leur vie au service militaire. « Vous voyez le problème maintenant » demanda Zara doucement. « Vous ne combattez plus l'ennemi. Vous menacez les personnes mêmes que vous avez juré de protéger. » Le médecin baissa lentement son arme au sol. « Elle a raison, Marcus. Ce n'est pas qui nous sommes. » Davis fit de même, posant son fusil sur le sol et s'en éloignant. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je voulais juste que quelqu'un m'écoute. » Marcus regarda son dernier coéquipier, celui qui se tenait silencieusement près de l'escalator, et vit le même doute dans ses yeux. « Nous sommes venus ici pour faire passer un message, » répéta Marcus, mais sa voix manquait désormais de conviction. « Alors faites-le de la bonne manière, » dit Blake fermement. « En tant que soldat, pas en tant que criminel. » Zara évalua leur position avec la précision méthodique qui lui avait été inculquée lors des opérations de combat. Le niveau principal du centre commercial comptait 3 sorties principales, 2 escaliers roulants menant au niveau supérieur et plusieurs entrées de magasins pouvant servir de couverture aux civils. Elle attira l'attention de Blake et lui fit une série de signes rapides de la main. Elle pointa son pouce vers l'entrée principale, puis 2 doigts, puis fit un geste de coupe sur sa gorge. La sortie principale était bloquée par 2 ennemis, elle n'était pas sécurisée.
Blake répondit en pointant vers le couloir nord, puis fit un signe OK. La sortie nord est libre pour l'évacuation des civils. Marcus tenait toujours son fusil, mais son attitude était passée de l'agressivité à la défensive. Le médecin et Davis s'étaient déjà désarmés, ne laissant que Marcus et le quatrième homme, Jenkins, toujours menaçants. « Vous analysez les voies d'évacuation », dit Marcus, son entraînement militaire lui permettant de déchiffrer leur communication. « Vous planifiez comment faire sortir ces gens. »« Procédure standard », répondit Zara sans s'excuser. « Protéger d'abord la vie des civils, contenir la menace ensuite. »« Nous ne sommes plus une menace », cria Davis depuis l'endroit où il se tenait, les mains bien en évidence. « Nous ne l'avons jamais vraiment été. Nous voulions juste attirer l'attention. » Blake s'approcha légèrement des hommes armés restants. « Alors vous l'avez. Tout le monde dans ce centre commercial vous écoute. Que voulez-vous dire ?» Jenkins, qui n'avait pas parlé depuis son entrée dans le centre commercial, baissa enfin son arme. « Nous voulions juste que quelqu'un se soucie de nous. Cela fait 3 ans que je suis rentré chez moi, et personne ne me demande comment je vais. Personne ne veut entendre parler de ce qui s'est passé là-bas. Vous pensiez donc que terroriser les familles les inciterait à se soucier de vous ?» demanda Hara, mais son ton était compréhensif et non accusateur. « Nous ne savions pas quoi faire d'autre, » admit le médecin. « Le département des anciens combattants est débordé. Nos familles ne comprennent pas et les employeurs ne veulent pas embaucher d'anciens combattants souffrant de stress post-traumatique. Nous nous sentions invisibles. » Zara fit un autre signe de la main à Blake. 5 doigts, puis elle désigna les civils. 5 groupes de personnes, tous présents et en sécurité. « Vous n'êtes plus invisibles maintenant, » dit Blake aux anciens combattants. « Mais pas parce que vous avez pris les armes. Parce que vous avez une vraie conversation sur de vrais problèmes. » Marcus regarda les civils qui ne criaient plus et ne couraient plus. Ils écoutaient, certains avec crainte, mais d'autres avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Une femme âgée près du stand de bretzel prit la parole. « Mon petit-fils est revenu d'Irak il y a 2 ans. Il ne veut pas en parler, il ne veut pas d'aide. C'est ce que vous avez vécu ? » « Oui, madame, » répondit Davis doucement. « Exactement. »« Nous voyons les informations sur le taux de suicide chez les vétérans, » ajouta un homme d'âge moyen. « 22 par jour, n'est-ce pas ? Mais personne ne parle de la manière d'aider. » Marcus sentit sa prise sur le fusil surlâché. Cette conversation, cette attention, c'était ce qu'ils avaient toujours voulu. Pas la peur, mais la reconnaissance. « Le fait est, dit Zara, qu'il existe des moyens d'obtenir de l'aide. Des programmes qui fonctionnent, des gens qui comprennent. Mais il faut vouloir aller mieux, pas seulement vouloir que les autres souffrent comme vous avez souffert. » Blake fit un signe de tête en direction du bureau de sécurité du centre commercial. « Il y a des caméras qui enregistrent tout cela. Quand la police arrivera, elle verra 4 vétérans qui ont déposé les armes et ont choisi le dialogue plutôt que la violence. C'est cette histoire qui sera racontée. À moins que vous ne continuiez à pointer cette arme sur des innocents, » ajouta Hara en regardant Marcus droit dans les yeux. « Dans ce cas, l'histoire parlera de terroristes et non de vétérans qui ont besoin d'aide. » Marcus fixa son fusil, puis les visages autour de lui. Des civils qui n'étaient plus seulement effrayés, mais qui l'écoutaient réellement. Des camarades vétérans qui lui montraient une autre voie. « Si je pose ça, dit-il lentement, qu'est-ce qui va nous arriver ? » « Ça dépend de toi, répondit Blake honnêtement. Mais je connais des gens qui peuvent t'aider. Une aide réelle, pas seulement des pilules et des papiers de démobilisation. Jenkins s'avança. Marcus, faisons les choses correctement. Redevenons des soldats, pas ce que nous étions auparavant. Pour la première fois depuis des heures, les mains de Marcus cessèrent de trembler. Le choix était désormais simple, rester le méchant ou se souvenir de qui il était autrefois. Dès que Marcus reconnut le grade de Blake et l'expérience au combat de Zara, tout changea. Ce qui avait commencé comme 4 hommes désespérés terrorisant des civils était devenu quelque chose de complètement différent. Une confrontation entre soldats. « Vous ne comprenez pas ce que c'est, » dit Marcus, mais sa voix avait perdu son ton agressif. « Rentrer chez soi et être traité comme si on était brisé, dangereux, instable. »« En fait, je comprends, » répondit Zara. « La première semaine après mon 2e déploiement, j'ai été expulsé d'un restaurant parce que je surveillais sans cesse les sorties. Le gérant a dit que je rendais les autres clients nerveux. » Davis leva brusquement les yeux. « Ça t'est arrivé aussi ? Je pensais être le seul. »« Ça arrive à tout le monde, » dit Blake avec fermeté. « La différence, c'est la façon dont on gère ça. Est-ce qu'on laisse ça nous définir, ou est-ce qu'on trouve des moyens de servir malgré ça ?» Marcus sentit les fondements de sa colère vaciller sous ses pieds. Ce n'étaient pas les ennemis qu'il avait imaginés.
des vétérans couronnés de succès qui n'avaient jamais connu de difficultés, qui n'avaient jamais été oubliés. C'étaient des gens qui avaient emprunté les mêmes chemins sombres, mais qui avaient trouvé des moyens différents de s'en sortir. Ils ont dit que j'étais trop instable pour travailler dans la police, a confié le médecin à voix basse. Trop nerveux, trop agressif. Comme si ma formation pour sauver des vies sous les balles m'avait rendu inapte à intervenir dans les situations d'urgence civile. Alors tu as décidé de leur donner raison? A demandé Zara, sans méchanceté. Le médecin secoua la tête. Marcus nous a convaincus que cela les ferait écouter. Leur ferait comprendre ce qu'ils perdaient en nous rejetant. En effrayant les familles. La voix de Blake trahissait la déception d'un commandant voyant ses soldats échouer dans leur mission. En devenant les vétérans dangereux qu'ils pensent déjà que nous sommes, Jenkins prit enfin la parole. Cela semblait être le seul moyen d'attirer l'attention. Personne ne nous écoute lorsque nous demandons poliment de l'aide. Ils vous écoutent maintenant, fit remarquer Zara en désignant les civils qui prêtaient effectivement attention à chaque mot. Mais pas parce que vous les avez menacés. Parce que vous parlez enfin honnêtement de ce que vous avez vécu. Une femme avec 2 jeunes enfants prit la parole derrière une table renversée. Mon frère est un vétéran. Il n'accepte l'aide de personne. Il dit que cela le fait passer pour quelqu'un de faible. C'est justement là le problème, dit Davis en baissant la tête. On nous apprend à être forts, à tout gérer nous-mêmes. Demander de l'aide, c'est comme admettre sa défaite. Blake s'approcha, ne se souciant plus des armes. Demander de l'aide, c'est faire preuve de réflexion tactique. C'est utiliser les ressources disponibles pour mener à bien la mission. La mission, maintenant, c'est de retrouver votre vie. Marcus fixait son fusil, dont le poids lui semblait soudain insupportable. Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis 2 ans. Le moindre bruit fort me fait sursauter. Je ne peux pas garder un emploi parce que je n'arrive pas à me concentrer. Ce sont des symptômes classiques du syndrome de stress post-traumatique, dit Zara d'un ton neutre. Ils peuvent être traités avec une aide appropriée. J'ai suivi une thérapie pendant 18 mois après mes déploiements. Vraiment. Marcus avait l'air sincèrement surpris. Le stress au combat est une blessure, pas un défaut de caractère, ajouta Blake. Vous ne refuseriez pas un traitement médical pour une jambe cassée. Pourquoi le refuser pour un esprit brisé? La vieille femme près du stand de bretzel s'avança prudemment. Mon mari était au Vietnam. Il lui a fallu 30 ans pour obtenir de l'aide, mais quand il l'a enfin fait, cela a tout changé. 30 ans, répéta Jenkins doucement. Je ne veux pas attendre 30 ans. Marcus sentit quelque chose se briser en lui, non pas s'effondrer, mais s'ouvrir. La carapace dure de colère et de désespoir qu'il avait amenée ici se fissurait, laissant entrer une lumière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Si je pose cette arme, dit-il lentement, vous nous aiderez? Vous nous aiderez vraiment, sans vous contenter de faire des promesses? Blake acquiesça fermement. Je vous donne ma parole d'officier et de gentleman. Mais vous devez vouloir de l'aide, pas seulement vous venger. Marcus regarda chacun des membres de son équipe, voyant son propre épuisement et son désespoir se refléter sur leur visage. Ce n'étaient pas des terroristes. C'étaient juste des soldats brisés qui avaient perdu leur chemin. Zara s'avança, réduisant la distance entre elle et Marcus. Son mouvement était lent, non menaçant, mais empreint de l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait mené des soldats au combat. « Marcus, regardez-moi, dit-elle fermement. Pas comme une menace, pas comme une ennemie. Regardez-moi comme une camarade soldat. » Marcus leva les yeux vers elle, et pour la première fois, elle vit au-delà de la colère la douleur qui se cachait derrière. « Je sais ce que c'est que de rentrer chez soi et d'avoir l'impression que personne ne vous comprend, » continua Zara. « Je sais ce que c'est que de se réveiller à 3 heures du matin en sueur, en pensant que vous êtes toujours en Afghanistan. Je sais ce que c'est que d'avoir l'impression que la guerre vous a suivi jusqu'à chez vous. Alors tu comprends pourquoi nous sommes ici, » dit Marcus, la voix légèrement brisée. « Non, je ne comprends pas, » répondit Zara honnêtement. « Parce que lorsque je me suis senti ainsi, je me suis souvenu de quelque chose que mon sergent instructeur nous avait dit pendant l'entraînement de base. Il avait dit que les batailles les plus difficiles que nous aurions à mener ne seraient pas contre l'ennemi. Elles seraient contre nous-mêmes. » Davis essuya les larmes qui coulaient de ses yeux. Comment mener une bataille contre soi-même? De la même manière que n'importe quelle autre bataille, répondit Blake en s'approchant de Zara. Avec de la discipline, une stratégie et le soutien de vos camarades soldats. Nous n'avons plus de camarades soldats, protesta le médecin. Nous sommes des civils maintenant. Nous sommes seuls. Vous n'êtes jamais seuls, dit Zara avec fermeté. Une fois que vous êtes militaire pour toujours. L'uniforme disparaît, mais le lien reste.
Nous sommes frères et sœurs pour la vie. Elle fit un geste vers les civils qui les entouraient. Et ces gens, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont les personnes que nous avons juré de protéger. Lorsque vous pointez vos armes sur eux, vous ne combattez pas le système qui vous a laissé tomber. Tu attaques des familles innocentes. Marcus regarda les visages qui le fixaient. Une mère tenant son fils adolescent dans ses bras. Un couple âgé qui lui rappelait ses propres grands-parents. Un jeune père avec une poussette. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne », admit-il doucement. « Je sais, dit Zara. Parce que faire du mal aux gens, ce n'est pas toi. Tu es un soldat, Marcus. Les soldats protègent les gens, ils ne les menacent pas. » Jenkins fit un pas en avant, son arme pointée vers le sol. « Elle a raison. Ce n'est pas qui nous sommes. Ce n'est pas pour cela que nous avons été formés. »« Souvenez-vous de votre serment, » dit Blake, sa voix chargée du poids de 3 décennies passées sous l'uniforme. « Soutenir et défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis, étrangers et nationaux. Ces civils ne sont pas vos ennemis. Votre véritable ennemi, c'est le désespoir qui habite votre esprit. »« Mais comment lutter contre cela ?» demanda Davis, désespéré. « Comment lutter contre quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni abattre ?»« Avec de l'aide, » répondit simplement Zara. « Avec une thérapie, des médicaments si nécessaires, des groupes de soutien. Avec d'autres vétérans qui comprennent ce que vous avez vécu. » Le médecin leva les yeux avec espoir. « Il y a d'autres vétérans qui parlent de ces choses-là ?»« Des milliers, » confirma Blake. « Des vétérans qui ont été à votre place et qui ont trouvé le chemin du retour. Mais vous devez être prêt à les écouter. » Marcus sentit le fusil devenir plus lourd dans ses mains. « Et si nous étions trop brisés pour être réparés ?»« Personne n'est trop brisé pour être réparé, » dit Zara avec une conviction absolue. « Je pensais l'être. Après ma 2e mission, je ne pouvais plus fonctionner. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus faire confiance à personne. J'ai pensé à en finir. » Le centre commercial devint complètement silencieux. Même le bruit de fond de la climatisation semblait s'être arrêté. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Marcus doucement. « J'ai rencontré un autre vétéran qui avait vécu la même chose. Il m'a dit que vouloir mourir n'était pas une faiblesse, mais que c'était mon cerveau qui essayait de me protéger de la douleur. Mais il y avait de meilleurs moyens d'arrêter la douleur que de mettre fin à ma vie. » Davis posa lentement son fusil sur le sol. « Je veux mettre fin à la douleur. »« Alors arrêtez de pointer vos armes sur des innocents, » dit Blake doucement. « Utilisez plutôt votre courage pour aller mieux. » Marcus regarda l'arme dans ses mains, puis les visages de son équipe, puis les civils qui les observaient avec ce qui semblait être de la compassion plutôt que de la peur. « Comment puis-je savoir que vous allez vraiment nous aider ?» demanda-t-il. « Parce que nous sommes des soldats, » répondit Zara. « Et les soldats ne laissent jamais personne derrière eux. » Blake sortit son téléphone portable, un appareil fourni par le gouvernement qui bénéficiait toujours de son habilitation de sécurité de général à la retraite. L'écran affichait plusieurs appels manqués provenant des autorités locales qui avaient déjà été alertées de la situation. « Je dois passer un appel », annonça-t-il à tout le monde dans le centre commercial. « Affaire militaire officielle. » Marcus se raidit et leva légèrement son fusil. « Qui appelez-vous » ? « Le négociateur de la police, » répondit Blake honnêtement. « Ils doivent savoir que la situation a changé, que nous avons affaire à des vétérans en crise, pas à des terroristes. »« Ils vont faire irruption ici avec des équipes du SWAT, » protesta Jenkins. « Pas si j'explique ce qui se passe réellement, » dit Blake fermement. Il appuya sur un numéro abrégé. « Ici le général Blake, à la retraite, depuis le centre commercial Westfield. Je dois parler au responsable. » L'appel fut immédiatement connecté. « Général Blake, ici le capitaine Rodriguez, négociateur de la police. Êtes-vous blessé? Les hostiles sont-ils toujours armés? » 2 des 4 se sont désarmés volontairement, rapporta Blake, parlant suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Les 2 autres sont des vétérans militaires en situation de crise. Je demande une aide psychologique, pas une intervention tactique. Zara s'approcha de Marcus. Vous avez entendu? Il n'appelle pas la cavalerie. Il demande de l'aide, pas une punition. Capitaine Rodriguez, continua Blake, je vous demande de contacter l'équipe d'intervention d'urgence de l'administration des anciens combattants. Nous avons ici 4 anciens combattants qui ont besoin d'une aide psychologique immédiate. Bien reçu, général. Quelle est votre évaluation du niveau de menace? Blake regarda directement Marcus et Jenkins, qui tenaient toujours leurs armes, mais ne les pointaient plus sur les civils. Minime. Ces hommes ne sont pas des terroristes.
Ce sont des soldats qui ont perdu leur chemin et qui cherchent à le retrouver. Marcus sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce général, cet inconnu, les défendait au lieu de les condamner. « Général Blake », dit la voix du capitaine Rodriguez dans le haut-parleur du téléphone, « nous avons des professionnels de la santé mentale en attente. Pouvez-vous confirmer la sécurité des civils ?»« Tous les civils sont en sécurité », confirma Blake. « Aucun blessé, aucun coup de feu tiré à l'exception d'un coup de semonce. Les vétérans en question répondent aux ordres de la hiérarchie militaire et au protocole de désescalade. » Zara croisa le regard de Marcus. « Tu vois ce qui se passe ici? Ils te traitent comme un soldat, pas comme un criminel. Mais tu dois agir comme un soldat maintenant. » Davis, qui s'était déjà désarmé, s'avança. « Marcus, posez ça. Ils essaient de nous aider. » Le médecin acquiesça. « C'est notre chance d'obtenir une aide réelle, pas seulement des pilules et des papiers de démobilisation. » Blake poursuivit sa conversation avec la police. « Capitaine, je recommande que ces vétérans soient pris en charge par les services de santé mentale de l'armée et non par la justice pénale. Ils ont besoin d'un traitement, pas d'une peine de prison. Nous pouvons nous en occuper, général, mais ils doivent rendre leurs armes volontairement. » Blake regarda Marcus et Jenkins. « Vous l'avez entendu. Le choix vous appartient. Rendez-vous et obtenez de l'aide, ou aggravez la situation et devenez les criminels que vous n'êtes pas. » Jenkins posa lentement son fusil au sol. « J'en ai fini avec la colère. Je veux aller mieux. » Tous les regards se tournèrent vers Marcus, le dernier homme debout avec une arme. Le centre commercial était complètement silencieux, à l'exception du bruit discret de sa propre respiration. « Si je pose ça, dit-il doucement, vous promettez que nous obtiendrons une aide réelle? Pas seulement un nouveau rejet? Je vous donne ma parole, répondit Blake. En tant qu'officier et en tant que vétéran qui a été à votre place. » Zara s'approcha encore davantage. « Marcus, regarde autour de toi. Ces gens ne sont plus tes ennemis. Ils sont les témoins de ton choix. Choisis d'être le soldat que tu as été formé à être. » Marcus fixa le fusil dans ses mains, puis les visages qu'il observait. Ses coéquipiers qui avaient déjà choisi l'aide plutôt que la violence. Les civils qui le regardaient avec inquiétude plutôt qu'avec haine. 2 camarades vétérans qui lui offraient un moyen de revenir du bord du gouffre. « Capitaine Rodriguez, dit Blake au téléphone, préparez-vous à une reddition volontaire. Et assurez-vous que les professionnels de la santé mentale sont prêts. Ces hommes vont avoir besoin d'une aide immédiate. » Marcus prit une profonde inspiration et posa lentement son fusil sur le sol du centre commercial. Toutes les armes étant désormais au sol, Blake regarda Hara se déplacer parmi les 4 vétérans avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui est né pour diriger. Elle ne donnait pas d'ordre, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde suivait ses conseils. « Davis, vous avez mentionné que vous aviez des enfants à récupérer, dit-elle doucement. Lorsque la police arrivera, assurez-vous de l'informer de votre situation familiale. Elle fera le nécessaire pour vous aider. » « Vous pensez vraiment qu'elle le fera ?» demanda Davis avec espoir. « Le général Blake s'est porté garant pour vous tous, » répondit Zara. « Cela a du poids. Mais vous devez continuer à leur montrer que vous êtes des soldats, pas des menaces. » Blake se surprit à observer la jeune sergente avec un nouveau respect. En 35 ans de service militaire, il avait vu beaucoup d'officiers qui commandaient grâce à leur grade et au règlement. Mais le véritable leadership, celui qui poussait les gens à vous suivre dans le danger, était beaucoup plus rare. Sergent Mitchell, l'appelait-il formellement. « Oui, général. Prenez en charge l'évacuation des civils. Assurez-vous que tout le monde sorte en toute sécurité lorsque les autorités arriveront. » Ce n'était pas vraiment une demande. Blake la testait pour voir si elle accepterait d'assumer la responsabilité de la vie des gens. Sans hésiter, Zara acquiesça et commença à regrouper les civils près des sorties. « Les familles avec de jeunes enfants, veuillez vous diriger vers la sortie nord, ordonna-t-elle. Les personnes âgées, nous vous aiderons. Tous les autres, restez calmes et suivez les instructions lorsque la police arrivera. » Marcus la regardait travailler avec une sorte d'admiration. Comment fait-elle pour que les gens l'écoutent comme ça? C'est le leadership, répondit simplement Blake. Certaines personnes naissent avec, d'autres le développent grâce à la formation et à l'expérience. Elle a les deux. Le médecin se leva de l'endroit où il était assis par terre. Dans l'armée, je suivais les ordres parce que je devais le faire. Mais je la suivrai parce que je le voudrais. C'est la différence entre la gestion et le leadership, expliqua Blake. Les gestionnaires utilisent leur position pour contrôler les gens. Les leaders inspirent les gens à se contrôler eux-mêmes. Jenkins fit un signe de tête en direction de Zara,
qui aidait maintenant une femme âgée à ramasser ses paquets éparpillés. Elle aurait pu nous neutraliser dès notre arrivée, n'est-ce pas? Je veux dire, si elle est aussi entraînée qu'elle le dit. Probablement, admit Blake. Mais elle a choisi une meilleure solution. Au lieu d'arrêter 4 vétérans par la violence, elle les a sauvés avec compassion. Comme si elle les avait entendus parler, Zara s'approcha du groupe de vétérans. Lorsque l'équipe de santé mentale arrivera, elle vous posera des questions sur vos réseaux de soutien. Votre famille, vos amis, les autres vétérans avec lesquels vous restez en contact. Soyez honnête sur votre degré d'isolement. Pourquoi est-ce important? Demanda Marcus. Parce que l'isolement alimente la dépression, expliqua Hara. Le rétablissement est plus facile quand vous avez des gens qui comprennent ce que vous traversez. Des gens qui ont vécu la même chose. Blake sourit. Le sergent voyait déjà au-delà de la crise immédiate et planifiait le rétablissement à long terme. Ce genre de réflexion stratégique était ce qui distinguait les bons soldats des grands leaders. « Sergent, dit-il doucement, avez-vous déjà envisagé de suivre une formation d'officier » Zara eut l'air surprise. « Une formation d'officier? Monsieur, je ne suis qu'un sergent. » « Juste un sergent. » Blake rit. « Vous avez désamorcé une prise d'otage sans tirer un seul coup de feu, organisé l'évacuation de civils sous pression et convaincu 4 hommes désespérés de choisir l'aide plutôt que la violence. La plupart des lieutenants ne pourraient pas accomplir une seule de ces tâches. » Davis entendit la conversation et intervint. « Il a raison. Vous devriez diriger des soldats, pas seulement servir avec eux. »« Je n'en suis pas sûr, » répondit Zara modestement. « Moi, je le suis, » répliqua Blake avec fermeté. « Je suis dans l'armée depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. Je sais reconnaître un leader naturel quand j'en vois un. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment changer la façon dont l'armée gère la transition des vétérans et leur santé mentale. » Dehors, il pouvait entendre les sirènes de police se rapprocher. La crise était presque terminée, mais Blake se surprit à penser à l'avenir. L'armée avait besoin de leaders qui comprenaient à la fois l'état d'esprit des guerriers et les défis liés au retour au pays. « Quand tout cela sera terminé, dit-il à Zara, nous devrons discuter de votre carrière. » Les policiers entrèrent dans le centre commercial, armes à la main mais baissées, suivant les ordres du capitaine Rodriguez basés sur l'évaluation de Blake. Derrière eux venaient les professionnels de la santé mentale de l'équipe d'intervention d'urgence du ministère des Anciens Combattants, portant des trousses médicales au lieu de menottes. Général Blake. Le capitaine Rodriguez s'approcha, la main tendue. « Merci pour votre aide. Nous avons des spécialistes de la santé mentale prêts à évaluer les vétérans. » Blake lui serra fermement la main. « Ces hommes ont besoin d'un traitement, pas d'une peine de prison. Ils se sont déjà rendus volontairement et ont pleinement coopéré. » Le docteur Sarah Chen, psychiatre du VA, s'avança pour s'adresser aux 4 vétérans. « Messieurs, je suis le docteur Chen. Nous sommes ici pour vous aider à obtenir le soutien dont vous avez besoin. » Marcus se leva lentement, les mains visibles et vides. « Allons-nous aller en prison? » « Cela dépend de plusieurs facteurs, » répondit honnêtement le capitaine Rodriguez. « Mais la recommandation du général Blake a beaucoup de poids. Si vous continuez à coopérer et accepter un traitement psychiatrique, nous pouvons travailler dans le cadre du système. » Zara s'approcha du groupe de fonctionnaires. « Capitaine, ces hommes sont des vétérans souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique grave. Ils ont fait de mauvais choix, mais ce ne sont pas des criminels. Ils ont besoin d'une intervention médicale. » Le docteur Chen acquiesça. « Vous avez tout à fait raison. Ce à quoi nous assistons ici est une crise de santé mentale qui s'est aggravée en raison de l'absence de système de soutien approprié. » Davis s'avança. « Docteur, j'ai 2 enfants à la maison. Ma femme ne sait pas où je suis. Quelqu'un peut-il l'appeler? Nous nous en occuperons, » lui assura le docteur Chen. « La notification et le soutien de la famille font partie de notre protocole. » Blake observa cette réponse professionnelle avec satisfaction. C'était ainsi que le système devait fonctionner. Les professionnels de la santé mentale devaient travailler avec les forces de l'ordre pour répondre aux besoins des vétérans au lieu de simplement les traiter par le biais de la justice pénale. « Sergent Mitchell, » dit le capitaine Rodriguez en s'adressant à Zara, « vos actions aujourd'hui ont empêché ce qui aurait pu être une tragédie. Nous aurons besoin d'une déclaration complète de votre part. »« Bien sûr, capitaine. Mais je voudrais demander que ces anciens combattants soient traités par les services de santé mentale militaire plutôt que par les tribunaux civils. »« C'est déjà en cours, » confirma le docteur Chen. Le plaidoyer du général Blake a ouvert la voie à d'autres options de traitement. Le médecin s'approcha du docteur Chen avec hésitation. « Docteur, est-il vrai qu'il existe des programmes pour les vétérans qui ne peuvent pas exercer un emploi normal ?
J'ai essayé de travailler comme ambulancier, mais le stress déclenche mes réactions de combat. Absolument, répondit le docteur Chen. Nous avons des programmes de réadaptation professionnelle spécialement conçus pour les vétérans atteints de SSPT. Vous n'avez pas à choisir entre guérir et avoir une carrière. Jenkins regarda les civils qui étaient désormais autorisés à quitter le centre commercial. Ces gens comprendront-ils un jour pourquoi nous avons fait cela? Une femme âgée qui avait pris la parole plutôt s'approcha du groupe. Jeune homme, mon mari est un ancien combattant du Vietnam. Après aujourd'hui, je comprends mieux que jamais. Vous souffriez et vous ne saviez pas comment demander de l'aide. Ces paroles semblèrent briser quelque chose en Jenkins. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Je voulais juste que quelqu'un se soucie de nos difficultés. Nous nous en soucions, dit la femme doucement. Nous ne savions simplement pas comment le montrer. Le docteur Chen prit des notes sur sa tablette. Ce genre de compréhension communautaire est exactement ce dont nous avons besoin pour prévenir de futures crises. Éducation et sensibilisation des deux côtés. Blake prit Zara à part. Ton leadership aujourd'hui a été exceptionnel. Tu as transformé une catastrophe potentielle en une leçon pour toutes les personnes impliquées. Je me suis simplement souvenu de ce que mon père m'avait enseigné, répondit Zara. Il disait que les meilleurs soldats sont ceux qui peuvent gagner sans combattre. Le capitaine Rodriguez termina d'examiner les lieux et s'approcha de Blake. Général, le bureau du procureur acceptait de renvoyer ses affaires devant le tribunal de santé mentale. Grâce à votre intervention, les vétérans bénéficieront d'un traitement plutôt que d'une peine de prison. C'est la bonne décision, confirma Blake. Ces hommes ont servi leur pays. Leur pays devrait les aider en retour lorsqu'ils ont besoin d'aide. Alors que les vétérans étaient escortés par des professionnels de la santé mentale plutôt que par des policiers, Marcus se tourna vers Zara et Blake. « Merci, dit-il simplement, de nous avoir considérés comme des soldats plutôt que comme des criminels. »« Vous êtes des soldats, » répondit Zara. « Vous l'aviez juste oublié pendant un moment. Maintenant, allez vous rappeler qui vous êtes vraiment. » 3 mois après l'incident du centre commercial, Zara était assise dans son appartement en train de lire le journal. Le titre disait « Les vétérans reçoivent un traitement au lieu d'une peine de prison dans l'affaire du centre commercial ». L'article expliquait comment Marcus, Davis, Jenkins et le médecin avaient été inscrits à des programmes intensifs de santé mentale par le biais du VA. Au lieu d'un casier judiciaire, ils avaient désormais des plans de traitement et des systèmes de soutien. Son téléphone sonna. Le nom du général Blake apparut à l'écran. « Bonjour, général », répondit-elle. « Zara, avez-vous vu la suite de l'histoire dans le journal d'aujourd'hui? Je viens de la lire. Comment vont ces hommes? Mieux que tout le monde ne l'aurait imaginé, répondit Blake. Marcus travaille avec un groupe de soutien aux anciens combattants, aidant d'autres soldats en difficulté. Davis a trouvé un emploi dans une entreprise qui embauche spécifiquement des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique. Ils comprennent ses besoins et s'adaptent à ses déclencheurs. Zara sourit. Et les autres? Jenkins suit une rééducation professionnelle pour devenir conseiller auprès d'autres vétérans. Le médecin a été accepté dans un programme qui lui permet de travailler dans les urgences tout en bénéficiant d'un soutien psychologique continu. C'est une nouvelle incroyable. Blake marqua une pause. Il y a autre chose. La famille qui vous a critiqué au centre commercial? Elle a contacté l'administration des anciens combattants pour se porter volontaire dans des programmes d'aide aux vétérans. Il s'avère qu'ils avaient juste besoin de comprendre ce que vivent les anciens combattants. Vraiment? La femme âgée qui a pris la parole pendant la crise? Elle dirige maintenant un groupe de soutien pour les familles de militaires. Elle dit que sa rencontre avec ces 4 anciens combattants lui a ouvert les yeux sur des problèmes dont elle ignorait l'existence. Zara sentit une chaleur envahir sa poitrine. Parfois, les meilleures victoires étaient les plus discrètes, celles qui changeaient les cœurs plutôt que de simplement mettre fin aux menaces. « Zara, j'ai quelque chose d'important à discuter avec vous, » poursuivit Blake. « Je travaille avec le programme de développement du leadership de l'armée. Il recherche des sous-officiers expérimentés ayant un potentiel de leadership exceptionnel. Quel genre de programme? Une préparation à l'école des officiers. Une voie rapide pour les vétérans qui ont fait preuve de leadership sous pression. Vos actions au centre commercial ont été documentées et examinées par le haut commandement. » Zara faillit laisser tomber le téléphone. « Monsieur, je ne suis qu'un sergent. Vous êtes un sergent qui a empêché une tragédie potentielle grâce à son leadership et à sa compassion. L'armée a besoin d'officiers qui comprennent à la fois l'efficacité au combat et les soins aux vétérans. Je ne sais pas si je suis prête à assumer un tel niveau de responsabilité. » Blake a gloussé. « Il y a 3 mois,
Vous avez pris la responsabilité de la vie de toutes les personnes présentes dans ce centre commercial, y compris 4 vétérans armés en situation de crise. Vous êtes plus prête que vous ne le pensez. Zara s'est approchée de la fenêtre et a regardé la ville où elle avait grandi. En quoi consiste ce programme? 18 mois de formation intensive en leadership, droit militaire, psychologie et affaires des anciens combattants. À l'issue de cette formation, vous serez nommé sous-lieutenant avec une spécialisation dans les services de transition pour les anciens combattants. Aider les soldats à s'adapter à la vie civile. Exactement. L'armée reconnaît enfin que nous avons besoin de leaders qui comprennent l'expérience complète du soldat, du combat au retour à la maison. Zara pensa à son père, tué en Irak lorsqu'elle avait 14 ans. À ses propres difficultés à son retour d'Afghanistan. À Marcus et son équipe, qui avaient failli commettre la pire erreur de leur vie parce que personne ne comprenait leur douleur. Général, si j'accepte ce programme, pourrais-je travailler directement avec des anciens combattants comme ceux que nous avons rencontrés au centre commercial? Ce serait votre mission principale. Prévenir les crises avant qu'elles ne surviennent, aider les soldats à réussir leur transition, établir des ponts entre les communautés militaires et civiles. Quand dois-je prendre ma décision? Les candidatures doivent être déposées le mois prochain. Mais Zara, je veux que vous sachiez une chose. En 35 ans de service, j'ai rarement vu quelqu'un avec votre capacité naturelle à diriger et à inspirer. L'armée a besoin d'officiers comme vous. Après avoir raccroché, Zara resta assise en silence pendant plusieurs minutes. Elle repensa à la jeune femme effrayée qui s'était engagée après la mort de son père, à la recherche d'un but et d'un sens à sa vie. Elle repensa au vétéran de guerre qui était rentré chez lui en proie à des cauchemars et à l'isolement. Elle avait désormais la possibilité d'aider d'autres soldats à éviter cette épreuve, ou du moins à ne pas l'affronter seule. Le choix était clair. 6 mois plus tard, Zara se tenait dans le couloir du centre de développement du leadership de l'armée, vêtue de l'uniforme d'officier stagiaire. Les mois précédents avaient été intenses. Cours de droit militaire, de psychologie, de théorie du leadership et d'affaires des anciens combattants. Stagiaire Mitchell, présentez-vous à la salle de conférence A, appela un instructeur. Zara frappa à la porte et entra pour trouver le général Blake assis à une table de conférence avec 2 autres officiers supérieurs. Zara, asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Blake en lui indiquant une chaise en face d'eux. Je voudrais vous présenter le colonel Martinez, qui dirige le programme de transition des anciens combattants, et le major Thompson, qui supervise les affectations des nouveaux officiers. Madame, monsieur, salua Zara aux 2 officiers. Le colonel Martinez ouvrit un dossier. Candidate Mitchell, vos performances dans le programme de développement du leadership ont été exceptionnelles. Vous vous classez dans les 5% meilleurs dans toutes les catégories. Merci, madame. Plus important encore, ajouta le major Thompson, votre expérience pratique du leadership a attiré l'attention du haut commandement. L'incident du centre commercial il y a 3 mois a démontré des compétences qui ne s'apprennent pas en classe. Blake se pencha en avant. Zara, nous voulons vous offrir un poste qui n'est généralement pas attribué aux nouveaux officiers. Le commandement d'une unité de transition des vétérans à Fort Bénin. Zara écarquilla les yeux. Le commandement? Monsieur, je n'ai même pas encore obtenu mon diplôme de l'école d'officier. Vous allez d'abord terminer votre formation, bien sûr, expliqua le colonel Martinez. Mais nous voulons que vous sachiez qu'à la fin de vos études, une véritable mission vous attendra. Quel genre de mission? Le major Thompson sortit une carte. Nous mettons en place des programmes pilotes dans 3 bases importantes afin d'aider les soldats à passer du service actif à la vie civile. Soutien psychologique, formation professionnelle, conseil familial et intervention en cas de crise. Comme ce dont avaient besoin ces 4 vétérans, dit Zara doucement. Exactement comme ça, confirma Blake. Nous voulons empêcher que des situations comme l'incident du centre commercial ne se reproduisent. Le colonel Martinez poursuivit. Votre unité travaillerait avec des soldats dans leurs derniers mois de service, les aidant à se préparer à la vie civile. Vous seriez également disponible pour les situations de crise lorsque des vétérans sont en difficulté après leur démobilisation. C'est un nouveau type de leadership militaire, expliqua le major Thompson. Au lieu de mener les soldats au combat, vous les ramèneriez chez eux après le combat. Zara sentit son cœur s'emballer. C'était exactement ce dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais cru possible. Madame, de combien de soldats serais-je responsable? Au départ, environ 50 soldats par trimestre en transition, répondit le colonel Martinez. Plus le soutien continu aux vétérans en situation de crise dans un rayon de 160 km autour de la base. Vous disposerez d'une équipe de conseillers, de spécialistes en placement professionnel et de coordinateurs de soutien familial, ajouta Blake.
Mais c'est vous qui serez le chef militaire chargé de tout coordonner. Quand cela commencerait-il? Vous obtiendrez votre diplôme de l'école d'officier dans 3 mois, dit le major Thompson. Si vous acceptez ce poste, vous prendrez le commandement 4 mois après. Cela vous laissera le temps de suivre une formation spécialisée en psychologie et en travail social. Zara pensa à Marcus, Davis, Jenkins et aux médecins. À tous les anciens combattants qui se débattaient seuls, se sentant oubliés par le système qu'ils avaient servi. Général Blake, vous avez dit qu'il s'agissait d'un programme pilote. Que se passera-t-il s'il ne fonctionne pas? Blake sourit. Alors nous en tirerons des leçons et nous essaierons autre chose. Mais j'ai le sentiment que cela fonctionnera très bien avec le bon responsable à la tête du programme. Et vous pensez que je suis cette personne? Je sais que vous l'êtes, répondit fermement le colonel Martinez. La question est de savoir si vous êtes prête à assumer cette responsabilité. Zara se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la place d'armes où s'entraînaient les nouvelles recrues. Certaines d'entre elles seraient déployées dans des zones dangereuses. D'autres rentreraient chez elles changées. Tout aurait besoin d'aide pour se réadapter à la vie civile. Elle se retourna vers les 3 officiers. « J'accepte. » Blake se leva et lui tendit la main. « Bienvenue dans votre nouvelle mission, lieutenant. » En fait, corrigea le colonel Martinez avec un sourire, étant donné le niveau de responsabilité de ce commandement, elle sera directement promue premier lieutenant après avoir obtenu son diplôme. Zara sentit les larmes lui monter aux yeux. Son père aurait été fier d'elle. Un an plus tard, le premier lieutenant Zara Mitchell se tenait devant 40 nouvelles recrues à Fort Benning. En tant que commandante de l'unité de transition des vétérans, elle portait désormais les galons dorés d'un officier, mais son message restait le même que lorsqu'elle était sergent. Le leadership, commença-t-elle, ne dépend pas du grade sur votre uniforme. Il dépend de ce que vous faites lorsque les gens comptent sur vous. Les jeunes soldats écoutaient attentivement. Certains avaient à peine 18 ans et sortaient tout juste du lycée. D'autres étaient plus âgés et cherchaient à prendre un nouveau départ dans la vie. Combien d'entre vous pensent que le leadership consiste à donner des ordres? Demanda Zara. La plupart levèrent la main. Vous vous trompez, dit-elle simplement. Le leadership consiste à assumer la responsabilité de la vie et du bien-être d'autres personnes. Cela signifie prendre des décisions qui servent une cause plus grande que soi-même. Une jeune recrue leva la main. Madame, comment sait-on quand on est prêt à devenir un leader? Zara sourit, se souvenant avoir posé des questions similaires lorsqu'elle avait leur âge. Vous êtes prêt lorsque vous cessez de penser à ce que le leadership peut vous apporter et que vous commencez à penser à ce que vous pouvez apporter aux autres. Elle marcha parmi les recrues, établissant un contact visuel avec chacune d'entre elles. Certains d'entre vous seront déployés dans des endroits dangereux. Certaines seront confrontées au combat. Toutes finiront par quitter l'armée et retourner à la vie civile. Les compétences en leadership que vous acquérez ici détermineront si vous réussirez ou si vous rencontrerez des difficultés dans chacune de ces situations. Madame, demanda une autre recrue, quelle est la leçon de leadership la plus importante que vous ayez apprise? Zara marqua une pause, repensant à ce jour dans le centre commercial où 4 vétérans désespérés avaient pointé leurs armes sur des innocents. Elle repensa au choix de la compassion plutôt que de la force, de la compréhension plutôt que du jugement. Parfois, la meilleure façon de gagner est d'aider votre ennemi à se souvenir de qui il est vraiment, répondit-elle. Le véritable leadership ne consiste pas à vaincre les gens. Il s'agit de les inspirer à devenir meilleurs qu'ils ne l'auraient cru possible. Elle fit un geste vers la fenêtre, où il pouvait voir d'autres soldats s'entraîner sur le terrain de parade. Chaque personne que vous dirigerez au cours de votre carrière militaire est le fils ou la fille de quelqu'un, le mari ou la femme de quelqu'un, le parent de quelqu'un. Votre travail consiste à les ramener sains et saufs à la maison, non seulement du combat, mais aussi de la guerre qui fait rage dans leur tête. Une recrue plus âgée prit la parole. Madame, que faire si les gens ne veulent pas vous suivre? Alors vous ne leur avez pas donné de raison de le faire, répondit Zara honnêtement. Le leadership ne s'acquiert pas automatiquement simplement parce que vous avez un grade. Vous devez le mériter chaque jour par vos actions, vos décisions et l'attention que vous portez aux personnes sous votre commandement. Elle revint à l'avant de la salle. Dans 6 mois, certains d'entre vous dirigeront d'autres soldats. Dans 6 ans, certains d'entre vous dirigeront des unités entières. Les bases que vous établissez ici détermineront le type de leader que vous deviendrez. Madame, demanda la première recrue, comment gérez-vous la responsabilité de la vie d'autres personnes? Zara pensa à Marcus, Davis, Jenkins et aux médecins, qui menaient désormais tous une nouvelle vie épanouissante. Elle pensa aux familles dans ce centre commercial qui avaient appris à mieux comprendre les vétérans. Elle pensa au général Blake, qui avait vu le potentiel de leadership d'une jeune sergente et l'avait aidé à le développer.
N'oubliez pas que le leadership est un privilège, pas un droit, dit-elle finalement. Les gens vous confient leur vie, leur carrière, leur famille. Cette confiance est sacrée. Vous l'honorez en faisant toujours passer leurs besoins avant les vôtres. Elle regarda une dernière fois chaque jeune visage. L'armée vous enseignera les tactiques, les armes et la stratégie. Mais la chose la plus importante que vous apprendrez est la suivante. Le véritable leadership vient du cœur, pas d'un manuel. Il vient du fait de se soucier sincèrement des personnes avec lesquelles vous servez. Alors que les recrues quittaient la salle de classe, Zara ressentit le même sentiment d'utilité qui l'avait poussée à s'engager après la mort de son père. Elle ne se contentait plus de former des soldats, elle formait des leaders qui prendraient soin de la prochaine génération de vétérans. Son père aurait été fier.